Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous sommes dans la saison 2 de Happy Podcast en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette seconde série est consacrée à Luc Van de Putte. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. Alors on se retrouve dans cette quatrième séance, ce quatrième épisode. Je rappelle encore une fois ton défi qui est d'oser partager la vulnérabilité, l'authenticité, finalement au travers de la connexion à soi via le langage du cœur. J'arrête de dire corps, tu avais ça. Oui. Le langage du cœur. Et donc, on a parlé aussi de cette capacité aussi d'activer son potentiel de guérison. Donc, on a parlé d'amour. On a traversé déjà quelques méandres de ton chemin de vie. Et aujourd'hui, je te propose de revenir sur, encore une fois, ton parcours, mais au travers de la diversité. On a parlé beaucoup l'autre fois de collaboration dans les chemins de vie, de soutien, de solidarité, d'élévation de la conscience. Alors si je fais un petit peu un mélange de tout ça, tu es passé toi par beaucoup d'expériences multiculturelles, donc je t'invite à nous en partager un petit peu le contenu et les leçons. Au travers justement des solutions que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour aider ce monde un petit peu face à une complexité qui devient un élément qui favorise la solitude, alors que le chemin de collaboration et de co-création est certainement une invitation à emprunter. Eh bien, voilà encore une question difficile et complexe. Alors, ça me fait penser, j'ai eu ce privilège de travailler au niveau mondial pendant plus de 20 ans pour les Universiades, les Jeux mondiaux universitaires. Et on était dans cette logique de l'association du progrès. On amenait un produit tout fait. Voilà, ce sont compétitions d'athlétisme, basket, c'est comme ça. Que viennent de faire les Jeux Olympiques à Paris. J'ai eu le plaisir d'aller à la place de la Concorde et dans tout ce site extraordinaire où ils ont fait un parc d'animation. Bien sûr, il y avait les compétitions, mais l'ensemble des citoyens, des visiteurs, pouvaient arriver dans un lieu où ils pouvaient tester les disciplines, que ce soit le skate, que ce soit le BMX, que ce soit la dance breaking, donc des nouveaux sports qui ont émergé parce que les nouvelles générations l'ont inspiré et qu'il y avait le défi du Comité international olympique de se moderniser pour répondre à ses besoins. Et il y avait les enceintes, les arènes de compétition étaient ouvertes, n'étaient plus fermées. Ça veut dire qu'il y avait une perméabilité de l'ambiance, il y avait une communication. Étonnamment, il y avait de la musique.
Et de la belle musique. Et ça créait une atmosphère un peu entertainment. J'ai vu la finale féminine de skateboard extraordinaire. Les plus jeunes devaient avoir, je dirais, peut-être 15 ans. La plus âgée devait avoir plus de la trentaine. Et il y avait une atmosphère extraordinaire de virtuosité, de compétition, mais aussi de prise d'un rôle important du public. On l'a en basket, on l'a dans d'autres sports, bien sûr. Mais ils avaient brisé tous les codes. Et je pense que c'est révélateur de l'émergence de ce besoin où on est moins dans la pyramide, où on insuffle tout d'en haut, mais où on co-crée depuis le bas. Et ça m'a interpellé parce que comme j'ai eu ce privilège d'aller dans des dizaines de pays à implémenter des compétitions sportives, on avait à chaque fois plus à s'adapter qu'imposer. On pouvait avoir le meilleur cahier des charges. Si on arrivait au Japon et qu'on disait c'est comme ça, on allait dans le mur. C'est sûr. Si on allait au Mexique, si on allait en Sicile, c'était une période où ça a changé ma vie parce que j'ai dû aller 3 mois sur place pour dénouer les choses. Et pour finir, entre un pays organisé, structuré et la magie n'a pas eu lieu. Tandis qu'en Sicile, où c'était, mais comme ils appellent le casino, c'est-à-dire un sérieux bordel, la magie a eu lieu, c'était dur, mais il a fallu construire les jeux. Co-construire les jeux. Oui, improviser énormément de choses en dernière minute, mais l'atmosphère y était. Et il y a eu une sorte d'alchimie euphorique parce que ça a eu lieu. Et donc, la leçon que ça m'a inspirée, c'était une grande humilité par rapport à ce qu'on croyait savoir et pouvoir imposer. Et c'était plutôt rentrer en empathie avec la culture locale. Et à chaque fois, nous arrivions une équipe pas importante, une quinzaine de personnes employées, et puis une centaine de personnes bénévoles responsables de la supervision, mais nous devions compter sur les bénévoles locaux. C'est connu maintenant que c'est essentiel. Et on s'est rendu compte que une des caractéristiques qui était la plus bénéfique pour arriver au résultat, c'est-à-dire délivrer à heure et à date l'événement, c'était 2 capacités. Troubleshooter, c'est-à-dire que quand un incident intervient, un bénévole de 17 ans, qui n'était pas dans une compétence en risk management, etc., trouvait la solution instantanée dans l'équipe qui l'entourait, il connectait, et il allait trouver comment ouvrir une porte qui était avec un policier devant et qui ne voulait pas, mais il pouvait s'exprimer en japonais ou en serbe. Voilà. Et l'autre capacité essentielle, c'était Solution Provider. Et donc, au Japon, on s'est retrouvé avec des interprètes qui ne pouvaient pas agir. Ils devaient juste interpréter. Et donc, dans la crise, on a fait changer leur contrat pour qu'ils puissent interpréter, mais pas seulement le langage, mais interpréter la solution qu'eux connaissaient puisqu'ils sont de la culture locale et que nous, on ne pouvait pas dénouer ou décrypter. Bien sûr. Et donc, peut-être que c'était les précurseurs de ce que j'ai appelé précédemment le langage du cœur, c'est-à-dire ne pas aller dans la confrontation des cultures. Nous, on sait, on détient les droits d'organisation et c'est notre propriété, ces jeux. L'athlétisme, il se fait comme ça. Non, c'est de comprendre comment arriver à ce que la compétition qui est imposée, c'est-à-dire les disciplines, comment on fait un saut en hauteur, etc., les mesures, les performances, soit faite avec empathie de la culture locale. Tu me fais penser à mon parcours personnel. Je vais en parler juste un petit peu parce que ça illustre ce que tu dis. Moi, j'ai été beaucoup sur le terrain aussi international, dans des filiales, et je n'avais pas une construction de Jeux Olympiques, mais par contre, une construction d'un lien entre la maison mère et la filiale.
Et si j'étais arrivée effectivement avec le côté sachant des procédures et la mise en place bête et méchante, je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés, alors que j'ai plutôt abordé le sujet en écoutant, en comprenant, en me mettant vraiment à niveau, parce que je pense que ce que tu exprimes, c'est ça. C'est se mettre au même niveau que l'interlocuteur, de chercher à comprendre quelle est sa vision, quel est son fonctionnement, et de dire, par rapport à ce que j'amène moi, comment pouvons-nous trouver le terrain d'entente. Et en plus, ça passe par la langue. Il y a déjà un premier sujet de compréhension. Et tu parlais du Japon tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les Japonais. Et ils ne voulaient pas que l'on parle en anglais, alors qu'on aurait été tout à fait à même de parler en anglais, pour ne pas risquer de mal comprendre, en fait, et d'interpréter. Donc, il y avait un interprète qui traduisait scrupuleusement, en espérant qu'il n'y avait pas trop d'interprétation à son niveau, mais qui était dans une traduction permettant de comprendre les finesses, finalement, de chacune des cultures pour les faire comprendre à l'autre. Et je pense que ce chemin de co-construction, lorsque l'on fait cette expérience à l'international, il devient un peu plus évident dans les relations dans notre pays, dans les relations et les collaborations, tout bêtement, et peut-être encore plus à Bruxelles, qui est quand même un milieu de grande diversité en termes de nationalité. Mais effectivement, cette ouverture dans l'international est pour moi une forme et un chemin d'apprentissage qui, moi, personnellement, m'a beaucoup éclairé. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'on s'est très vite connecté. Oui, certainement. Ça me fait penser à deux vécus. Le premier, j'ai aussi ce privilège d'être intervenant dans un master en cours de vie pour des dirigeants olympiques du monde entier, sous l'égide du Comité international olympique. Et donc, on se retrouve avec des personnes de cultures très différentes, puisqu'on a 40 nationalités chaque année qui suivent cette formation. Et ils doivent délivrer un travail de fin d'études qui va servir à leur organisation, leur comité olympique ou une fédération sportive internationale. Et au départ, on parlait de management, de la performance. Et on arrivait avec des codes et des méthodologies, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Tokyo, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, pardon. Il s'est passé que c'était au moment de la pandémie. Et donc tout a été mis en vase clos, avec des procédures quasi de dernière minute. Ça veut dire que tous ces managers, au lieu d'arriver avec un plan programmé d'étapes bien du style project management, se sont retrouvés à devoir improviser, puisque une équipe pouvait ne pas partir parce qu'ils avaient deux de leurs compétiteurs qui étaient tout d'un coup avec le Covid. Donc c'était de l'improvisation. Et donc ça m'a amené à dire, tiens, mais on est en fait dans une capacité à s'adapter en dernier moment. Et donc actuellement, depuis la pandémie, dans ma supervision de projets de fin d'études, j'essaie de leur amener à comprendre comment anticiper des risques inconnus aujourd'hui et des solutions inconnues aujourd'hui. C'est-à-dire un état d'esprit. Alors, quand on accompagne, je dirais, peut-être un Italien ou une Italienne, ils ont cette faculté à improviser. Mais quand on accompagne certains qui sont dans des pays plus cadrés, avec une force pyramidale qui existe encore, c'est très compliqué à ce que quelqu'un puisse être inspiré et trouver sa marge de manœuvre. Puisse s'autoriser, finalement. S'autoriser. Le seul driver, et c'est ce qui force beaucoup maintenant de contraintes de changement et de mutation, c'est que personne ne peut décider quand l'événement arrivera et quel risque va
se présenter. Parce qu'une pandémie, on peut l'avoir demain, de nouveau. Comme un conflit, et il y en a quelques-uns dans le monde. Et donc, je me suis rendu compte, c'était s'adapter à co-créer en dernière minute, sur base de faire confiance. Et peut-être que je peux l'évoquer maintenant, c'est cette fameuse évocation que j'ai fait au sport dans un cénacle d'hommes d'affaires et avec un banquier qui était conférencier. Mais j'ai dit, quoi, vous pensez que c'est un conflit de génération ? Non, pas du tout. Prenez l'exemple de la voile. Nos générations, on l'a appris dans une petite barquette, là, un optimiste. Et entre parenthèses, Violette d'Orange, qui fait le Vendée Globe, qui a 23 ans, mais elle a fait la traversée de la Manche en optimiste. Donc c'est dans le feu de l'actualité. Et puis on est passé dans une équipe qui était la Caravelle. On était plusieurs dans un bateau. On n'était pas d'accord avec la direction. On forçait le gouvernail pour changer de direction. Que font les générations actuelles ? D'abord, précédemment, il y a eu l'intermédiaire de la planche à voile. Plus de gouvernail, et puis ils se sont adaptés. Qu'est-ce qui avait changé ? Pas le vent, ni la mer. Les éléments, non. C'est l'outil qui était utilisé. Que font les générations récentes ? Elles font du kitesurf. Il n'y a plus de gouvernail, on a réinventé le concept de la voile. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le nouveau outil. Et que font les générations actuelles ? Un défi supplémentaire, peut-être. Oui. Certainement des défis d'adaptation. Et les générations actuelles, elles ont mis un foil, c'est une petite savonnette qui est 1 mètre sous la planche le board, comme on l'appelle, et qui monte sur cette savonnette pour faire du kitesurf. Et on a transformé les planches à voile aussi, puisque maintenant il n'y a plus que la planche, il y a la savonnette du foil, et on tient à la main une voile gonflable. Donc le défi est simplement cette aptitude à s'adapter pour que ses sens s'expriment. Dans l'aboutissement, j'avance sur l'eau grâce au vent. Et donc, c'est ce qu'on se retrouve à devoir développer actuellement. Mais tu sais, je pense que le monde, finalement, est en train d'évoluer. Oui, et la nature et la planète n'évoluent pas dans le bon sens, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste quand même dans des environnements qui sont assez stables, mais qu'à l'intérieur, on ne cesse de faire progresser les outils. Alors, tu parles des outils en matière de sport, mais on a parlé l'autre fois des outils d'intelligence artificielle, de tout ce qui, finalement, est le produit des cerveaux humains, parce que tout ça, ça sort quand même du cerveau et de la créativité. Et puis, finalement, l'usage nous échappe. Donc, on revient peut-être à cette conscience dont on parlait la dernière fois, d'élever en même temps justement cette conscience humaine et de l'élever en partenariat, en groupe, en allant chercher les intelligences là où elles sont et au travers de cette multiculturalité dont tu parlais. Je crois qu'il y a des pays, comme tu le disais, plus ou moins proches de la spontanéité ou plus ou moins cadrés, en tout cas qui ont toujours des points forts et des points d'effort. Et lorsqu'il y a un échange entre ces talents, eh bien, il y a une élévation globale qui se met en place, pour autant toujours que ça passe par le langage du cœur. Alors, cette intelligence collective, je pense elle est en développement depuis plus de 10 ans. Je l'ai côtoyée dans une mission pour la région Bruxelles-Capitale en se disant, le paradigme était de dire où est-ce qu'on peut développer des espaces d'activation physique dans une cité densément construite et d'une autre façon que des terrains classiques, pour les sports classiques. Et l'équipe, une équipe très emblématique, puisque nous avions un docteur en climatologie, une ingénieure de gestion, jeune diplômée, mais qui avait fait aussi bio-ingénieur par la suite.
Et en complément, on s'appuyait sur des architectes. Et puis nous sommes rentrés dans la cité, pour faire bref, par des ateliers de co-création, pour des projets qui allaient de comment diversifier l'écologie. Oui, parce que j'ai oublié de dire, c'était centré sur comment développer des lieux d'activité physique sous le prisme de l'économie circulaire. Donc toute une approche écologique d'actualité. Et on a eu des ateliers dans un club de sport de football à Anderlecht, simplement sur l'écologie, la nutrition dans le club de sport. Et nous avons réuni des parents, des enfants, des entraîneurs et les gestionnaires dans un vestiaire. Et puis on leur a fait un jeu d'animation où ils devaient s'exprimer avec des post-it sur... Et étonnamment, qu'est-ce qui en est sorti? C'est des solutions extrêmement simples, pragmatiques. De dire, mais vous savez, si les aînés, ceux qui jouent en équipe première, ne mangent plus de chips à la buvette, on n'achètera plus de chips à la maison parce que les jeunes vont dire, ah ben, vous avez vu, ils mangent des pommes. Alors c'est simplifié, mais c'était des leçons qu'on a prises dans plusieurs ateliers de co-création, et on en a fait quelques dizaines. Des solutions toutes simples ont émergé. Et nous étions à co-créer cela avec des politiciens. On a travaillé sur la future salle de sport de la caserne de pompiers Chaussée de Mons, avec les responsables des pompiers, avec des clubs de sport, avec des parents, avec des riverains. Et dans cette co-création qui prenait 2 heures, on avait déjà tout un foisonnement de solutions bottom-up. Bien sûr. Où il y avait déjà l'adhésion des futurs utilisateurs, des futurs gestionnaires, et qui ravit les décideurs. Parce que bien sûr, au lieu de faire un plan directeur qui va prendre 3 ans et qui sera contrecarré par la suite. Et alors, pour revenir à l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'un projet de construction d'espace sportif ou d'une salle de sport peut prendre 10 ans. Quels seront les loisirs sportifs dans 10 ans? Bien sûr. Et donc, il y a une évocation de créer simplement des salles vides dans lesquelles on pourra mettre la réalité augmentée, dans lesquelles vont être projetés un environnement sportif avec des outils qui seront inventés d'ici 2030 et qui va ramener les jeunes qui sont actuellement scotchés à leur smartphone. Ils vont revenir par le côté ludique. Et comme ça se fait déjà avec des plateformes de simulation du snowboard devant un écran, comme ça se fait déjà, on le voit dans les magasins dans le golf, de golf, etc. Et donc de le ramener par ce créneau-là à une transpiration et à retrouver une connexion avec leur sens. Tout à fait, tout à fait. C'est pas la peine d'aller contre. C'est pour, en fait. Il faut plutôt aller, effectivement, comme tu le dis, et comme tu le décris très bien, sur des solutions simples, des solutions qui tiennent compte du client, du consommateur, du citoyen, et aller de façon souvent ludique. Et c'est vrai que le mot ludique est intéressant, est important, parce que surtout auprès des jeunes, mais des moins jeunes aussi. On débute notre vie par le jeu. Exactement. Le jeu est au centre. D'abord, on joue. On joue notre vie, toute la vie. Donc, on peut le prendre comme un grand terrain de jeu. Mais le ludique est vraiment ce qui, pour moi, est une solution par excellence pour faire petit à petit revenir vers autre chose. Découvrir autre chose de façon amusante et pertinente, forcément. Et de l'adaptation, excuse-moi, puisque tu viens de dire aussi, bien sûr, les lieux, on a parlé de spontanéité, d'adaptabilité, on est dans une complexité, on ne sait pas, ça va très très vite. Donc, plutôt que d'essayer de prévoir ce qui va se faire, où on est bien incapable, mieux vaut prévoir l'espace dans lequel on va le faire. Oui. Alors, la question que je me pose à ce stade-ci de ma vie et des multiples expériences, et notamment que ça soit dans la conception d'espaces sportifs se projeter à 10 ans ou dans l'enseignement, c'est comment adapter les acteurs actuellement
en place, par exemple, qui définissent les cahiers des charges pour des changements d'infrastructure ou qui définissent les programmes d'enseignement. Comment faire pour que cette flexibilité s'adapte dans une société structurée, légiférée, et laisse l'espace dans le cadrage, que ce soit pédagogique ou le cadrage des réglementations pour des projets d'infrastructure, comment s'adapter à toute cette flexibilité et cette adaptabilité qu'il faut quasi chaque mois par rapport aux enjeux qu'on a de l'intelligence artificielle ou d'autres choses, l'émergence de nouveaux outils, de nouveaux loisirs, de nouveaux moyens de locomotion. On a vu, la région bruxelloise a mis 20 ans à déployer son réseau de pistes cyclables. Le jour où ils l'ont inauguré, arrivaient les trottinettes, et puis les monoroues, puis les segways. Et ça n'était pas prévu. Et du coup, la ville a été envahie par cela. Donc on se retrouve à des besoins structurés, mais à un contexte chaotique. Et la notion de temps, finalement, et de rythme, qui s'invite de plus en plus fort et qui remet en cause, finalement, le processus de décision qui, effectivement, comme tu le décris, en fonction du contexte, si on est dans le privé, si on est dans le public, si on est entre les deux, est plus ou moins lent. On est dans une accélération et effectivement place à la flexibilité, à l'adaptabilité, mais c'est un élément qui vient petit à petit, vraiment tout petit à petit, dans des sphères très structurées, mais qui, à mon sens, est inéluctable et passe pour l'instant plus par la base, si je puis dire, le bottom-up, le privé, l'individuel, le citoyen, l'entreprise. C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, à la puissance des entrepreneurs, des petites structures qui ont cette capacité d'action et d'accélération qui va, je pense, contaminer positivement et certaines personnes, certaines instances s'occupent justement de passer par les systèmes eux-mêmes. Moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait, mais je pense qu'effectivement, il faut attaquer par le haut et par le bas, et qu'en grignotant par le bas et en allant chercher les solutions chez les multipotentiels qui ont cette capacité à voir et à avoir vraiment cette vision large et des besoins et des solutions. On est à la fois, comme tu le disais, des troubleshooters et des solution providers. Eh bien, il y a un espoir de pouvoir changer le monde. Alors, si on a encore le temps, peut-être que je voudrais évoquer, en fait, qu'est-ce qui a fait que je me suis positionné comme multidomaine. Quand j'ai un ami coach qui m'a dit mais ne cherche plus comme ta petite nièce, tu es multipotentiel. Parce que la fille de ma sœur a été détectée à l'âge de 5 ans et ça a un peu remué la famille, mais je n'ai appris ça que les 10 dernières années que j'avais cette caractéristique-là. Et ça a été comme un puzzle qui était épars, qui s'est mis tout d'un coup cohérent et qui m'a déculpabilisé de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'étais mauvais perdant, comme j'ai évoqué dans le premier podcast, dans ma jeunesse, mais c'est une des caractéristiques de ceux qui sont multipotentiels. Et multipotentiel, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça ne veut pas dire pour cela qu'on est surdoué ou je dis ça, c'est des notions dépassées. La recherche scientifique a évolué dans le sens qu'on partage ici, et ça peut être un surdoué, mais ce n'est pas, tout le monde ne l'est pas. Et donc je me suis retrouvé à aussi prendre confiance que dans un enjeu complexe à accompagner des dirigeants olympiques, des étudiants en école de commerce ou
des clients, que ce soit des collèges communaux, il émergeait dans ma tête des idées, des questions et des solutions qui n'étaient pas dans mes compétences d'expert sport. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et quand on m'a dit, mais non, c'est ta multipotentialité, ce que j'ai mis au point, c'est que j'ai trié toutes mes sources d'informations en écartant tout ce qui ne pouvait pas me nourrir dans mon focus de préoccupation professionnelle notamment ou existentielle. Mais j'ai continué à suivre des informations éparses, que ce soit en podcast, en radio, TV, voiture, peu importe, des digests auxquels je suis abonné, et sans les mémoriser et sans les noter. Mais à un moment, ça ressort dans un questionnement par quelqu'un qui est le decision maker et qui dit « Oui, mais c'est bien tout cela, mais so what ?» Et que j'arrive à dire « Mais vous pensez que dans votre quartier, l'infrastructure sportive qui est en enjeu maintenant sur des dizaines de millions de rénovations va toujours attirer les riverains ou d'autres personnes à faire le déplacement, à traverser toute la région de Céloise pour venir dans votre nouveau site ?» L'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on va attirer les bonnes personnes à utiliser cela. Et donc, c'est inverser toute notre capacité de réflexion traditionnelle. Et ça, c'est une audace où j'ai pris confiance, avec respect, à questionner mes interlocuteurs d'une façon plus holistique. Et aussi, je vais commencer à avoir la vision de m'entourer de personnes complémentaires. Et quand j'entends Séverine, qui était dans les interviews précédentes, qui, de son bureau d'avocat en silo, a transformé avec l'accompagnement personnel pour apaiser ses clients et les rendre plus humbles, plus humains dans l'aboutissement de leur plaisir de travailler. Waouh! Magnifique. Et c'est ça qui m'inspire à me lancer maintenant dans une autre forme d'accompagnement pour inspirer en équipe. La question que tu posais, c'était comment transformer tout cela en équipe, mais je trouve que la richesse qu'on en capte et qu'on partage dans cette dynamique d'équipe, quand on se comprend sans prétention, totalement, avec humilité. Donc merci Valérie pour cette découverte. Je t'en prie et je te remercie de me remercier. Je te remercie de faire partie de cet activateur de Fêlé, parce que c'est totalement le principe même de cet activateur, de réunir justement sur la base du cœur et des valeurs des talents, des multipotentiels qui s'expriment chacune dans leur unicité et dans le modèle qu'ils ont travaillé au travers effectivement de leurs expériences de vie et professionnelles, et qu'ils apportent aux autres. Donc ils sont aussi bien contributeurs que bénéficiaires. Oui, tout à fait. En tout cas, ils en retirent aussi les bénéfices. Et ce que tu viens de citer, effectivement, ou de relater sur Séverine, je crois que tu es en train de le faire, et j'ai hâte d'arriver au dernier épisode pour que tu nous expliques tout ça, parce que là, on arrive au cœur même du défi. Avec plaisir. Alors, à très vite, Luc. À très vite, Valérie. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.